Merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous revenons aujourd'hui pour notre dernier épisode de l'année 2021 sur les webinaires d'actualité juridique. Cet après-midi, donc la session concerne l'actualité trimestrielle du droit de la construction. Il est animé par Cyril Croix, donc avocat chez LMT Avocats. Il va nous présenter les décisions marquantes, les décisions jurisprudentielles marquantes en droit de la construction, mais également une partie actualité réglementaire. Tout au long de la conférence, donc, vous pouvez poser des questions. Alors, ça va s'afficher tout de suite, le petit slide qui vous explique comment vous pouvez poser des questions. C'est très simple, il suffit de déplier le panneau en cliquant sur la flèche orange. Ça va arriver. Ah, on a peut-être un... en cliquant sur la fenêtre orange, puis question, et voilà. Cyril Croix répondra à l'ensemble de vos questions en fin de présentation. Il me reste à le remercier chaleureusement pour son implication aux côtés d'Opérations Immobilières et de Moniteur Juriste pour ces webinaires. Et Cyril, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Merci de votre participation, de votre inscription à ce troisième webinaire de l'actualité de droit de la construction. Alors, j'ai un petit souci. Voilà, ça y est. Vous avez donc sur ce slide les modalités qui vous permettront de poser des questions en cours de webinaire. Voilà, les questions, si on a le temps, seront bien évidemment traitées en fin d'intervention. Donc, écoutez, merci à tous de votre participation. Et puis, on va débuter ce webinaire par effectivement l'actualité jurisprudentielle. Une actualité jurisprudentielle toujours aussi riche au cours de ce dernier trimestre de l'année 2021, avec, comme d'habitude, des sujets assez variés. Certains sujets qui reviennent régulièrement et qui font toujours l'actualité juridique dans ce domaine, d'autres qui sont un petit peu plus rares, mais sur lesquels il convient de revenir au cours de cet après-midi. Donc, le premier sujet concerne la réception. Alors, décidément, j'ai un souci avec mon voilà. Écoutez, on va faire comme ça. La réception, donc un sujet, un arrêt qui a été rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2021, que vous trouverez sous le numéro 20 372, qui revient une nouvelle fois sur la question de la réception tacite, qui est un sujet récurrent en la matière et qui est l'objet donc de nombreuses décisions. Pour rappel, l'article 1792-6 du Code civil nous rappelle que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, que cette réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable ou à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La lecture de cet arrêt nous rappelle que le législateur n'a pas prévu l'existence d'une réception tacite, puisque on évoque une réception soit expresse, soit une réception judiciaire. Donc, en l'absence de réception tacite prévue par les textes, la jurisprudence a été amenée dès le début des années 1980 à se prononcer sur les caractéristiques d'une réception tacite. Vous trouverez divers arrêts qui datent d'avril 1986 ou de juillet 1987, par exemple, qui évoquent les conditions de la réception tacite. La jurisprudence a fixé désormais de manière assez claire les conditions pour que cette réception tacite soit caractérisée. Il suffit qu'il résulte des faits une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. De ce principe qui est maintenant bien établi, il est
il s'avère que le paiement du prix par le maître d'ouvrage ainsi qu'une prise de réception de l'ouvrage est généralement considéré par la jurisprudence comme une présomption de volonté d'accepter l'ouvrage. On dit souvent le paiement du prix et la prise de possession vaut réception de l'ouvrage. Il ne faut pas oublier que la Cour de cassation nous a dit que ces deux éléments-là cumulés font qu'il ne s'agit pas forcément d'une réception tacite, mais constitue une simple présomption de réception tacite. Et c'est cette présomption-là, c'est ce mot-là qui est effectivement important dans l'existence de la réception tacite. En l'espèce, dans la décision que j'ai retenue au cours de ce troisième trimestre, les faits sont les suivants, à savoir que le maître d'ouvrage a effectivement pris possession de l'ouvrage, a effectué un paiement des travaux, mais que ce paiement, d'une part, n'a été que partiel et que le maître d'ouvrage a, tout au long des travaux, toujours désapprouvé de façon évidente la bonne exécution des travaux. Alors, la Cour de cassation nous dit, en reprenant les termes de la Cour d'appel, que celle-ci, donc la Cour d'appel, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche, que ces constatations rendaient inopérantes, que la demande tendant à avoir constaté la réception tacite ne pouvait être accueillie. Et la conclusion de la Cour de cassation résulte donc sur l'absence des critères cumulatifs qui peuvent faire seulement présumer d'une réception tacite. Cet arrêt, il est intéressant dans la mesure où bien souvent le maître de l'ouvrage se trouve confronté à des problèmes, à des désordres et souvent à la disparition de l'entreprise postérieurement à la réalisation des travaux. Et la seule condition pour que le maître d'ouvrage puisse bénéficier des garanties décennales des constructeurs est l'existence d'une réception, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit expresse ou qu'elle soit tacite. Et dans cette hypothèse-là, le maître d'ouvrage, bien qu'il ait toujours contesté le bien fondé, la bonne exécution des travaux et qu'il n'ait procédé qu'à un paiement partiel, a tenté de convaincre les juridictions de dire que sa seule prise de possession valait réception et est allé chercher, a voulu chercher de ce fait la garantie décennale des constructeurs. La Cour d'appel, qui a été confirmée par la Cour de cassation, lui ont donné tort et ont estimé que le fait de ne pas avoir payé en totalité les travaux et d'avoir démontré tout au long des travaux sa critique, d'avoir contesté l'ensemble des travaux tout au long de l'exécution ne pouvait valoir une présomption de réception tacite. Dans ces conditions, le maître d'ouvrage se retrouve confronté à une absence de responsabilité qu'il pourra aller rechercher auprès de l'entreprise, celle-ci étant disparue au moment où il formule sa demande, et se trouve débouté de l'ensemble des demandes qui auraient pu être formulées à l'encontre de l'assureur en garantie décennale, dès lors que la réception n'a pas été prononcée sous quelque forme que ce soit. La conclusion de cette décision, c'est une décision assez lapidaire. La Cour de cassation vient nous dire en quelque sorte la réception tacite, c'est pas une solution de secours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout au long d'un chantier contester la réalité des travaux, le bien fondé des travaux, leur bonne exécution, et puis finalement, lorsqu'on est confronté à des difficultés, tenter de convaincre les juridictions de faire valoir l'existence d'une réception uniquement pour obtenir les garanties des assureurs en garantie décennale derrière. Donc c'est vraiment une décision importante qui, en procédant à des recherches, qui ne vaut pas forcément, qui est assez dans la droite ligne de la Cour de cassation, mais qui fait quand même écho à une décision qui avait été rendue par la même chambre le 24 mars 2016, au terme de laquelle la Cour de cassation avait retenu l'existence d'une réception tacite, malgré les nombreux courriers de contestation et de protestation du maître d'ouvrage, qui avait payé le prix intégral des travaux et avait pris possession des lieux. Selon la Cour de cassation, à l'époque, ces éléments-là démontraient une volonté expresse d'accepter l'ouvrage. La différence là, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les points communs, on va dire, c'est que le maître d'ouvrage a contesté la bonne exécution des travaux, a pris possession des lieux. La différence, c'est que dans notre espèce qui nous occupe aujourd'hui, le maître d'ouvrage n'avait procédé qu'à un paiement partiel. Dans la décision de mars 2016, le paiement avait été intégral. Voilà, c'est peut-être la nuance, mais le simple fait de contester les travaux ne peut pas empêcher ou écarter l'existence d'une réception tacite.
Voilà cette première décision, donc rendue le 16 septembre 2021 par la Cour de cassation et qui concerne le sujet qui revient régulièrement au cours de ces interventions, celui de la réception. La seconde décision sur laquelle j'ai voulu attirer votre attention concerne la responsabilité du maître d'œuvre. On sait très bien que les maîtres d'œuvre se voient souvent recherchés au terme de manquements à leurs obligations contractuelles. La décision qui évoque aujourd'hui la responsabilité du maître d'œuvre est donc une décision du 20 octobre 2021 que vous trouverez sous le numéro 20-21-267 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Pour rappel, il est bon de rappeler que comme tous les autres constructeurs, le maître d'œuvre est lié au maître de l'ouvrage par un contrat qui fait de lui un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, c'est-à-dire que pèse sur lui une présomption de responsabilité en cas de désordre de nature décennale. Il faut rappeler qu'on qualifie généralement de maître d'œuvre les architectes. À cela, il faut rajouter les bureaux d'études techniques, qui peuvent être soit des bureaux d'études généralistes ou plus spécialisés, mais la maîtrise d'œuvre concerne ces deux qualités. Le maître d'œuvre se voit souvent confier deux types de missions, à savoir une première mission qui est celle de la conception, à savoir la réalisation d'esquisses, de plans, de descriptifs, de rédaction des DCE, mais également une phase d'exécution qui concerne le suivi des travaux, les études d'exécution, l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception. Le contrat du maître d'œuvre est un contrat qui est soumis à la liberté contractuelle, c'est-à-dire qu'il appartient aux parties de définir clairement les missions qui sont confiées au maître d'œuvre. Et bien évidemment, indépendamment de la question de la qualité de constructeur qui fait sur le fondement de la garantie décennale, en cas de problème, il conviendra d'apprécier la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre au vu des missions particulières qui lui ont été confiées dans son marché. En l'espèce, la Cour de cassation rappelle bien l'importance de se rapporter au terme du contrat. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle est fonction des missions qui lui ont été confiées. La Cour de cassation rappelle également que, en qualité de juge du fond, les premiers juges ainsi que la cour d'appel sont seuls qualifiés pour apprécier l'existence de cette faute. Ce n'est pas à la Cour de cassation de l'apprécier. C'est ce que nous rappelle la Cour en se déterminant ainsi, alors que la Cour d'appel avait constaté que le principe d'une retenue de garantie de 5% était convenu pour les deux marchés de travaux de la société X, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mission de l'architecte qui comprenait le suivi financier ne l'obligeait pas à présenter au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5%. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En l'espèce, l'entreprise présentait des factures au maître d'œuvre qui finalement validait l'ensemble de ces factures, disait au maître d'ouvrage de payer les factures à l'entreprise, et en fin de chantier, le maître d'ouvrage s'est aperçu ou s'est souvenu qu'il avait confié au maître d'œuvre une obligation de vérifier les factures de l'entreprise et que le maître d'œuvre avait omis de déduire du montant des factures la retenue de garantie de 5%, c'est-à-dire qu'en fin de chantier, le maître d'œuvre s'est trouvé en état d'avoir payé la totalité des travaux et n'avait plus de retenue de garantie dont il pouvait se prévaloir. C'est pour cela qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de son maître d'œuvre, laquelle a été retenue sur la base de ses obligations contractuelles qui sont donc définies à l'acte d'engagement. Donc c'est une décision qui vient rappeler
d'une part, la double qualité du maître d'œuvre en sa qualité de constructeur tenu des désordres de nature décennale sur le fondement de la présomption comme l'ensemble des autres constructeurs, mais également d'une obligation, d'une responsabilité contractuelle qui résulte des termes de son contrat. Il appartient au juge du fond d'analyser. La troisième décision importante qu'il m'a semblé nécessaire d'aborder concerne la définition de travaux qui sont susceptibles de relever des garanties des constructeurs. C'est vrai que c'est un sujet pareil qui revient régulièrement dans la mesure où, pour que la garantie décennale des constructeurs puisse être engagée, le préalable, c'est bien évidemment l'existence d'un ouvrage. Si les intervenants ne participent pas à la réalisation d'un ouvrage, leur responsabilité décennale ne peut être engagée. La difficulté, une nouvelle fois, au même titre que la réception qu'on a évoquée au tout premier arrêt, la notion d'ouvrage n'a pas été définie par les textes. C'est au bout de nombreuses décisions que la jurisprudence a réussi à dégager de nombreux critères qui permettent d'aboutir à la qualification, à la définition de ce que constitue un ouvrage. La jurisprudence donc considère un ouvrage comme étant la réalisation d'un ensemble immobilier ayant nécessité notamment la réalisation de fondations, de grosses œuvres, outre la réalisation d'ossatures, de clos et de couverts. Au terme des décisions qui ont été rendues ces dernières années par la jurisprudence, il s'est avéré que la question de l'ouvrage était finalement assez souvent ne faisait pas l'objet de discussions et que les tribunaux avaient tendance à élargir la qualification d'un ouvrage pour retenir l'existence de désordres de nature décennale. On a par exemple une décision assez flagrante en ce sens, me semble-t-il, qui date du 19 janvier 2017 et qui avait retenu la qualification d'un ouvrage, la construction sur plusieurs kilomètres d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique. Cette décision avait fait l'objet de nombreuses critiques parce que la doctrine considérait que la mise en place d'un tuyau, on va dire, c'était une simple canalisation en extérieur, ne pouvait pas constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Cette décision de 2017 avait été fortement contestée. Aujourd'hui, la jurisprudence vient peut-être finalement redéfinir ce que constitue un ouvrage et rappelle au terme de cette décision que ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil des travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement de terrain s'était produit avant la réalisation de tout ouvrage. Les faits étaient les suivants. Une personne qui était par ailleurs architecte avait envisagé la réalisation de travaux sur son terrain et avait fait intervenir au premier stade de cette opération une entreprise de terrassement. Postérieurement aux travaux de terrassement, le terrain s'était éboulé sur le terrain du voisin qui avait bien évidemment formé un recours à l'encontre du propriétaire voisin. Le propriétaire maître d'ouvrage avait diligenté des appels en garantie à l'encontre de l'entreprise de terrassement sur le fondement de la responsabilité des articles 1792 du Code civil. Et l'ensemble des juridictions, première instance, cour d'appel, ont écarté la demande formulée à l'encontre de l'entreprise de terrassement au motif que celle-ci n'avait pas participé à la réalisation d'un ouvrage, et ce, même si, et la Cour précise ça, et ce, même si le titulaire, l'entreprise de terrassement, savait pertinemment qu'un ouvrage allait être réalisé postérieurement à son intervention. Donc on a là une décision qui vient nous rappeler la nécessité, avant toute recherche de mobilisation des garanties décennales, la nécessité de qualifier l'existence d'un ouvrage. Les quelques points essentiels pour un ouvrage, je les ai rappelés dans ces trois petits tirets: un ouvrage immobilier, des attaches au sol ou au sous-sol par des travaux d'implantation ou de fondation, et l'existence de recours à de véritables techniques de construction.
Cet arrêt pose également une question, finalement, en cours de travaux ou préalablement au démarrage des travaux, les maîtres d'ouvrage ont, à juste titre, l'obligation de réclamer auprès des intervenants leur attestation d'assurance en garantie décennale. La question qui peut se poser à la suite de cet arrêt-là, les entreprises de terrassement qui ne font que terrasser, parce que dès lors qu'elles réalisent éventuellement des fondations, ou toute autre construction d'ouvrages implantés dans le sol, les fondations notamment, mais les simples entreprises de terrassement sont-elles tenues finalement de s'assurer au titre de leur garantie décennale? C'est peut-être la question qui pourrait résulter de cette décision importante, puisqu'elle vient rappeler un petit peu le b.a.-ba, la base de la mise en cause des constructeurs. Nous poursuivons par une décision assez intéressante également qui concerne l'existence de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. C'est une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2021 que vous trouverez sous le numéro 20-20-409. Pour rappel, j'ai rappelé les critères d'un marché à forfait. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier les éléments constitutifs d'un marché à forfait. Cette définition nous est donnée à l'article 1793 du Code civil et précise que pour qu'il y ait un marché à forfait, 4 critères sont nécessaires, à savoir le contrat doit être passé avec le propriétaire du sol. Peut-être qu'on oublie également ce premier préalable. Le contrat doit avoir pour objet la construction d'un bâtiment, et on revient un petit peu sur les termes de la décision précédente, selon un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage. Et enfin, le dernier point qui nous intéresse au terme de cette décision, le marché doit être conclu pour un prix fixé globalement et définitivement avant la conclusion du contrat. Donc, une fois ces éléments rappelés, la conséquence qu'on tire de l'existence d'un marché à forfait est la suivante. L'entreprise qui a conclu un marché à forfait ne peut dès lors pas réclamer le paiement de travaux qui ne figurent pas à son marché de travaux forfaitaires qu'elle a régularisé avec le maître d'ouvrage. Le deuxième point, c'est que l'entreprise, pour prétendre au règlement de travaux supplémentaires, doit impérativement justifier que les travaux ont été autorisés préalablement et par écrit par le maître de l'ouvrage. Et enfin, le point également important, c'est que tous travaux réclamés ne constituent pas des travaux supplémentaires. En effet, pour que ces travaux puissent donner droit au paiement dès lors qu'ils ont été validés par le maître d'ouvrage, encore faut-il qu'il s'agisse de véritables travaux supplémentaires, c'est-à-dire de travaux résultant d'une modification de l'objet du marché de travaux forfaitaires. De simples travaux complémentaires, tels que des travaux non prévus par l'entreprise, mais qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art, ne sont pas considérés comme des travaux supplémentaires. Donc, c'est le deuxième critère de l'existence d'un écrit préalable qui fait l'objet de la décision commentée, puisque le 17 novembre 2021, la Cour de cassation valide une nouvelle fois la décision de la Cour d'appel, dès lors qu'on se trouve en présence d'un maître d'ouvrage qui n'était pas commerçant et qui avait conclu un marché forfaitaire avec une entreprise laquelle sollicitait le paiement de ses travaux supplémentaires. L'entreprise s'est vue déboutée de sa demande au motif que l'entreprise ne rapportait pas la preuve de la commande par écrit, ni l'absence de commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage. Voilà, c'est vraiment une décision importante qu'il y a lieu aussi d'avoir en tête. Hein, c'est l'existence d'un écrit pour que l'entreprise puisse
solliciter le paiement de travaux supplémentaires. On oublie souvent cette nécessité, mais la Cour de cassation vient en l'espèce le rappeler. Alors là, on se trouve avec une personne qui était une personne privée, non commerçante, lorsqu'il s'agit de deux entreprises, de deux professionnels. Cette nécessité d'un écrit pour un montant supérieur à 1 500 € n'est plus nécessaire, mais en revanche, l'existence d'un commencement de preuve par écrit demeure. Donc voilà, cette décision qui concerne un particulier doit être transférée ou peut-être appliquée lorsque les entreprises, lorsque les parties sont deux professionnels de même spécialité. Le paiement de travaux supplémentaires n'est possible que s'il s'agit de véritables travaux supplémentaires et non pas de travaux complémentaires, mais la preuve d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit demeure indispensable en l'état. Nous poursuivons, après la réalisation de travaux, l'existence de dommages et la mise en œuvre de la garantie dommage-ouvrage. Cette décision rendue le 30 septembre 2021 par la troisième chambre de la Cour de cassation, troisième chambre civile, que vous trouverez sous le numéro 20-18-883, et vraiment, là, pour le coup, c'est la décision de cette fin d'année en matière d'assurance, enfin, sauf si le mois de septembre nous réserve des surprises du même ordre de grandeur. Une décision vraiment importante qu'il faut avoir en tête, qu'on soit maître d'ouvrage ou qu'on soit assureur dommage-ouvrage, avec des intérêts forcément qui ne sont pas les mêmes, mais qu'il convient d'aborder aujourd'hui. Pour rappel, donc l'assureur dommage-ouvrage, qui est une assurance de dommages, comme le rappelle son titre, a pour objet de permettre au maître d'ouvrage, normalement, d'obtenir le paiement rapide des travaux de réparation, des dommages de nature décennale. Pour cela, l'assureur dommage-ouvrage doit, une fois que la déclaration de sinistre lui a été adressée par le maître d'ouvrage, et l'assureur dommage-ouvrage est soumise à des règles très strictes qui sont des règles d'ordre public et qui sont énoncées à l'article L242-1, alinéa 3 et 5 du Code des assurances. À savoir que l'assureur dommage-ouvrage qui reçoit une déclaration de sinistre doit se prononcer dans le délai de 60 jours qui suivent la réception de la déclaration de sinistre adressée par le maître d'ouvrage, doit se prononcer sur le principe de la mise en œuvre de sa garantie. C'est-à-dire que dans le délai de 60 jours, l'assureur dommage-ouvrage doit obligatoirement dire au maître d'ouvrage, écrire, pas simplement dire, mais écrire au maître d'ouvrage, oui, nos garanties vont être mobilisées, ou non, nos garanties ne vont pas être mobilisées. Il doit donc se prononcer uniquement sur le principe dans le délai de 60 jours. Puis, lorsqu'il a pris une position de principe, il doit alors se prononcer dans le délai de 90 jours qui suivent la réception sur la réception de la déclaration, sur le montant de la garantie qu'il va accorder au maître d'ouvrage. Imaginons qu'il se positionne dans le délai de 15 jours, il ne lui reste pas 75 jours pour se prononcer, on part vraiment de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Donc, ce n'est pas forcément des délais 60 jours et 30 jours, ça peut être totalement différent. Mais quoi qu'il en soit, les réponses doivent être formulées dans ces délais impératifs. Si l'assureur dommage-ouvrage ne respecte pas l'un de ces délais, ce sont des sanctions d'ordre public qui doivent s'appliquer de manière automatique. La sanction pour l'assureur dommage-ouvrage est très importante, c'est-à-dire que l'assureur dommage-ouvrage perd la possibilité de contester sa garantie, c'est-à-dire que même si ce sont des désordres qui ne revêtent pas la gravité décennale, l'assureur dommage-ouvrage ne peut pas s'en prévaloir pour échapper à sa condamnation. L'assuré peut engager les dépenses nécessaires. Et enfin, l'indemnité qui est automatiquement due par l'assureur dommage-ouvrage au titre de la sanction, l'indemnité versée est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal, ce qui peut être assez important selon les périodes pour l'assureur. Ça, c'est le principe, des choses qui sont acquises, qui sont aujourd'hui bien assises au terme de la jurisprudence. La décision commentée aujourd'hui revient sur un cas qui a été soumis à plusieurs reprises aux tribunaux, à savoir le fait qu'un maître d'ouvrage déclare 2 fois
le même désordre à son assureur. L'hypothèse, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage va procéder à une première déclaration de sinistre, son assureur dommage-ouvrage va refuser sa garantie dans les délais, et puis le maître d'ouvrage va finalement oublier de contester la position de refus qui a été faite par son assureur. S'il oublie de contester cette décision dans le délai de 2 ans, il se trouve prescrit. Il ne peut plus se prévaloir postérieurement à ce délai de l'erreur qui a été faite par l'assureur ou par le refus de l'assureur de ne pas vouloir garantir. Donc, le maître d'ouvrage peut se dire, mince, finalement, j'avais 2 ans pour agir contre l'assureur dommage-ouvrage, pour contester ce refus. Je ne l'ai pas fait. Quelle est la solution qui s'offre à moi? Et les assurés ont parfois beaucoup d'imagination, les maîtres d'ouvrage beaucoup d'imagination, c'est-à-dire qu'ils déclarent une deuxième fois, malgré l'acquisition de la prescription biennale assureur-assuré, ils déclarent une deuxième fois à l'assureur dommage-ouvrage le même sinistre. La décision aujourd'hui commentée est une décision qui est qui fait suite à de nombreux rebondissements de décisions rendues par la Cour de cassation. Puisque le 26 novembre 2003, la Cour de cassation s'est prononcée sur exactement la même question, c'est-à-dire que la Cour a jugé que le maître d'ouvrage avait la possibilité de déclarer 2 fois le même désordre auprès de son assureur dommage-ouvrage et que celui-ci était tenu de répondre à cette deuxième déclaration. Puis, le 10 octobre 2012, la Cour de cassation, une nouvelle fois saisie de cette question, a jugé qu'il était impossible de déclarer 2 fois le même désordre auprès de son assureur dommage-ouvrage. C'est une décision du 10 octobre 2012. La décision aujourd'hui commentée, donc du 30 septembre 2021, vient nous dire que l'assureur dommage-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, et ce, peu importe que l'action du maître d'ouvrage, à la suite d'une déclaration antérieure, sans eux, vous m'en excuserez, concernant les mêmes désordres, soit prescrite. C'est-à-dire que malgré le fait que le maître d'ouvrage verrait son action prescrite à la suite du refus de l'assureur formulé à l'issue de la première déclaration, le maître d'ouvrage ou les propriétaires successifs qui bénéficient de cette action peuvent formuler une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur, lequel est tenu, ne peut pas dire, écoutez, on vous a déjà répondu sur ce désordre-là, nous ne reviendrons pas sur notre position, mais l'assureur dommage-ouvrage est tenu de répondre dans les mêmes délais, à savoir 60 jours et 90 jours, sinon il encourt les mêmes sanctions. Donc les assureurs doivent rester vigilants lorsqu'une déclaration de sinistre leur rappelle un désordre qui a déjà été déclaré et pour lequel ils se sont déjà prononcés, car ils sont tenus désormais, au regard de cette jurisprudence du mois de septembre, de considérer finalement cette deuxième déclaration comme étant une seule et même déclaration. Voilà, ça c'est la décision qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, mais qui est vraiment importante et qui revient, je vous dis, vous voyez l'évolution de la Cour de cassation sur ce problème-là. On est là vraiment dans le courant actuel qui est de couvrir le maître d'ouvrage le plus possible vis-à-vis de leur assureur en offrant cette possibilité-là de déclarer une deuxième fois et surtout d'échapper à la prescription qui est normalement imparable. Voici donc pour l'assureur dommage-ouvrage. Je poursuivrai sur un autre type d'assurance qui est l'assurance CatNat, catastrophe naturelle. Sur une décision rendue également par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2021 sous le numéro 19 24 382, j'ai formulé finalement l'intérêt de cette décision par la question suivante. L'assureur ayant financé les travaux doit-il répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'œuvre et mal exécutés par l'entreprise? Donc là, je précise bien qu'on est dans le cadre d'une assurance catastrophe naturelle. Le cas posé dans cette décision-là était effectivement une multirisque habitation, des désordres, des experts d'assurance qui interviennent
sur place, aux nombreux experts. Et puis finalement, l'assureur CatNat indique que sa garantie est susceptible d'être mobilisée et tout le monde travaille finalement sur les modalités de reprise des désordres. Il s'avère parfois que malheureusement, ces désordres s'avèrent totalement inefficaces ou insuffisants. La question qui est posée au terme de cette décision, outre le fait que bien évidemment la responsabilité des entreprises qui interviennent en réparation est forcément susceptible d'être recherchée, la question est de savoir si peut-on également rechercher la responsabilité de l'assureur CatNat qui a financé les travaux. La réponse de la Cour de cassation est l'objet et en deux temps. La Cour de cassation vient nous dire oui, on peut rechercher, lorsque les travaux se révèlent inefficaces, on peut rechercher, outre la responsabilité des intervenants, on peut rechercher la responsabilité de l'assureur. Mais, et là, ce que vient nous dire la Cour de cassation, si l'on veut rechercher la responsabilité de l'assureur, encore faut-il que celle-ci ait commis une faute dans son intervention, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas, par exemple, désigné le bon bureau d'études ou qu'elle n'ait pas missionné d'experts dans les délais ou qu'elle ait participé à l'aggravation ou toute faute doit être démontrée. Si aucune faute ne peut être démontrée à l'encontre de l'assureur, c'est bien évidemment la responsabilité des intervenants qui est exclusive dans cette affaire. Et c'est ce que nous a dit la Cour de cassation, confirmant une nouvelle fois la Cour d'appel, à savoir que le projet en l'espèce de reprise avait été établi par un maître d'œuvre avec le concours d'une entreprise spécialisée dans des travaux d'injection et de réparation par micropieux. De ce fait, la Cour de cassation indique que la Cour d'appel a pu en déduire que la société Pacifica, qui n'avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'œuvre et mal exécutés par l'entreprise. C'est-à-dire que là, on a une décision vraiment en deux temps, c'est-à-dire le premier temps, oui, la responsabilité est susceptible d'être recherchée. En revanche, faut-il toujours démontrer l'existence d'une faute et on se retrouve dans le principe même de la responsabilité civile, à savoir un fait générateur, un lien de causalité et l'existence d'un préjudice. Cette décision, elle est importante, mais il faut bien avoir en tête qu'on est là uniquement dans le cadre d'une multirisque, d'une CatNat, puisque en matière d'assurance dommage-ouvrage, toujours une sévérité à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage, il a été jugé de manière assez régulière qu'un assureur dommage-ouvrage, sa responsabilité est susceptible d'être engagée, bien qu'il ait respecté les délais, s'il s'avère que la réparation qui a été financée et exécutée grâce au financement de l'assureur dommage-ouvrage se révèle insuffisante. C'est-à-dire que là, l'assureur dommage-ouvrage n'aura procédé à aucun travail de conception ni d'exécution, mais malgré ça, le fait qu'elle ait versé une indemnité qui finalement s'avère insuffisante pour réparer les dommages suffit à engager sa responsabilité. Donc, on a vraiment là une sanction sévère à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage qu'on ne retrouve pas à l'encontre de l'assureur CatNat, même si sa responsabilité peut être engagée. Nous poursuivrons donc avec une décision qui était la première décision que j'ai évoquée au terme de cette intervention, qui est la décision du 16 septembre 2021 rendue sous le numéro 2012-372, qui est la suite de la décision qui concernait la réception tacite. Pour revenir sur la première décision, on a donc vu que la Cour de cassation avait, dans l'arrêt qui nous occupait, écarté l'existence d'une réception tacite, puisque le maître d'ouvrage avait tout au long des travaux refusé la bonne exécution des travaux, n'avait pas payé totalement l'entreprise, et ce, bien qu'il ait pris possession des lieux. La Cour avait dit il n'y a pas de réception. Donc, pas de réception express, pas de réception judiciaire, pas de réception tacite. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ce cas d'espèce, dans le cas de l'absence de décision. La Cour de cassation,
toujours dans cet arrêt, rappelle les dispositions de l'article 1792-4-3 qui concerne l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre des sous-traitants, puisque là, c'était la mise en cause d'un sous-traitant qui a été recherché. Cet article rappelle qu'en dehors des dispositions des articles 1792 et suivants, à savoir les garanties décennales, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Or, comme je vous l'ai dit, dans notre cas, la réception n'avait pas été retenue par la Cour de cassation. Donc, quel était le fondement de l'action du maître d'ouvrage à l'encontre du sous-traitant dans cette espèce en l'absence de réception? Pouvait-il bénéficier d'une action de 10 ans comme le supposerait éventuellement ou comme le soutenait le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4-3? Eh bien, la Cour de cassation rappelle à juste titre que le délai de 10 ans de cet article-là ne s'applique que s'il y a réception. Et c'est ce que nous dit cette décision-là. En l'absence de réception, ce sont donc les délais de droit commun qui s'appliquent. C'est-à-dire que l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant responsable est une action de droit commun fondée sur la responsabilité délictuelle, puisqu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et son sous-traitant. Donc, c'est une action délictuelle. Or, l'article 2224 du Code civil rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le maître d'ouvrage se retrouve débouté de l'ensemble de ses demandes, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de réception, donc pas de garantie décennale des constructeurs ou des sous-traitants. Et son action à l'encontre de son sous-traitant étant une action de droit commun sur le fondement de la responsabilité délictuelle est une action qui se prescrivait par 5 ans. Et en l'espèce, le maître d'ouvrage ayant introduit son action 6 ans après qu'il ait constaté l'apparition des désordres, se trouvait forclos à agir contre son sous-traitant. Voilà, alors on parle plutôt en l'espèce de forclusion plutôt que de prescription, mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage se retrouve donc débouté de toutes ces demandes, qu'elles soient sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs en l'absence de réception et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre du sous-traitant en raison de la prescription de l'action, puisque celle-ci a été introduite plus de 5 ans après l'apparition des désordres. Voilà, c'est vraiment une décision très intéressante à tout point de vue sur la réception, sur la prescription. Vraiment une décision qui est très motivée et qui vaut le coup d'être lue. Et qu'elle est assez bien détaillée. Voilà, vraiment une décision assez importante également le 16 septembre 2021. Nous poursuivrons sur une décision intéressante également qui concerne l'obligation de conseil. Je n'ai mis pour cette décision rendue par la Cour de cassation le 17 novembre 2021 sous le numéro 2015-524 que l'attendu qui a été rédigé par la Cour de cassation. On est là dans une décision assez intéressante d'un maître d'ouvrage professionnel, on va dire, puisque c'était des travaux qui étaient réalisés de mémoire sur les Champs-Élysées. Un maître d'ouvrage qui a confié donc divers travaux et il s'avérait qu'il y avait des travaux de menuiserie qui consistaient en la réalisation de Velux ou d'importantes fenêtres qui donnaient sur l'Arc de Triomphe. Et le maître d'ouvrage n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à la mise en place de ces parties de menuiserie. Le maître d'ouvrage a estimé qu'il était en mesure de rechercher la responsabilité de l'entreprise de menuiserie au motif que celle-ci ne l'aurait pas informé de l'obligation de solliciter les autorisations administratives nécessaires. C'était un petit peu osé, mais finalement bien lui en a pris, puisque
la Cour de cassation a jugé que, contrairement à ce que soutient donc l'entreprise de menuiserie, celle-ci était tenue en sa qualité de professionnel des travaux de menuiserie et de s'en découlant envers le maître d'ouvrage d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, et ce, quand bien même le chantier était suivi par un maître d'œuvre chargé de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux. Et là, on a par cette décision-là une décision assez importante, puisque généralement, on considère que l'obligation, le devoir de conseil auquel est tenue une entreprise ne concerne que sa sphère d'intervention. C'est-à-dire que le menuisier, lui, estimait qu'il n'avait d'un devoir de conseil que sur la réalisation de ses propres travaux, mais non pas sur les règles en matière administrative, que chacun est responsable dans sa propre sphère d'intervention. Là, la Cour de cassation est très sévère à l'encontre des constructeurs, puisqu'elle vient nous dire, en gros, vous avez un devoir de conseil qui est général en matière de construction, et ce, peu importe qu'un maître d'œuvre soit sur le chantier, votre obligation est absolue et vous devez à tout moment attirer l'attention d'un maître de l'ouvrage sur une obligation que vous ne pouvez pas ignorer, et même si celui-ci était en mesure de connaître cette obligation. Donc là, on est là vers un renforcement de l'obligation d'information et du devoir de conseil à l'encontre des entreprises allant au-delà de leur propre sphère d'intervention. Je poursuivrai sur une décision rendue par la Cour de cassation également le 17 novembre 2021, la troisième chambre civile, sous le numéro 20-20-731, qui vient concerner les relations en cas de sous-traitance. La mise en œuvre de la loi de 75 sur la sous-traitance, généralement, on la connaît, cette loi, plutôt dans les relations qui concernent l'entreprise avec ses sous-traitants, rarement vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Mais il ne faut pas oublier que cette loi du 31 décembre 1975 vraiment crée des relations tripartites entre maître de l'ouvrage, entreprise et sous-traitant. Cette décision est fondée sur l'article 14-1 de cette loi sur la sous-traitance, qui dispose que le maître d'ouvrage est tenu de faire respecter par l'entreprise les obligations qui sont les siennes et qui permettent aux sous-traitants d'être payés. Donc, cette obligation qui pèse sur l'entrepreneur général doit être contrôlée par le maître d'ouvrage pour assurer au sous-traitant son paiement. La décision commentée vient reprocher finalement au maître de l'ouvrage de ne pas avoir rempli ses obligations, puisque la Cour nous indique, alors qu'il résultait de ses propres contestations, que la société A n'avait pas fourni la caution à la suite de la demande qui lui avait été adressée. La société S n'avait pas pris pendant près de 2 ans aucune mesure pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations. Donc voilà, on a pendant 2 années un maître d'ouvrage qui sait qu'un sous-traitant intervient sur son chantier, mais qui n'oblige pas l'entreprise principale à respecter ses obligations en matière de cautionnement ou de garantie. La Cour de cassation nous dit, au terme de cette décision, que la responsabilité du maître d'ouvrage est susceptible d'être retenue pour ce manquement. Dans ces conditions, le sous-traitant dispose de 2 actions possibles, une action contre l'entrepreneur principal pour manquement aux dispositions de l'article 14-1, mais également, et ça c'est assez nouveau, une action contre la maîtrise d'ouvrage sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, l'ancien article 1382 du Code civil. Il faudra donc pour le sous-traitant démontrer l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage qui l'aurait privé d'un droit au paiement. Voilà, donc obligation renforcée de surveillance pour le maître de l'ouvrage en cas d'intervention de sous-traitant sur son chantier. Le pendant cette décision qui était plutôt très protectrice pour l'entreprise est une décision rendue quasiment concomitamment par la troisième chambre de la chambre civile de la Cour de cassation le 10 novembre 2021, que vous trouverez sous le numéro 20-19-372. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, en cas
manquement dans la fourniture d'une garantie ou d'un cautionnement, outre la responsabilité des intervenants, le sous-traitant peut se prévaloir de l'annulité du sous-traité. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de garantie, le sous-traitant peut estimer que le contrat est nul et qu'il n'a plus à intervenir dans le cadre de ce marché. La Cour de cassation est quand même venue limiter ces sanctions puisque dans la décision commentée, le sous-traitant avait exécuté l'ensemble de ses prestations tout au long du chantier, malgré l'absence de garantie de paiement. Il n'avait donc pas sollicité l'annulité du sous-traité, mais lorsque la réception est intervenue et qu'on lui a réclamé l'exécution de travaux de reprise, celui-ci, le sous-traitant, a sollicité l'annulité du contrat en estimant qu'il ne bénéficiait pas des garanties de paiement. La Cour de cassation est venue dire, attendez, vous avez exécuté le contrat pendant tout le long de l'opération, sans solliciter l'annulation du contrat ou l'annulité, vous ne pouvez pas, en fin de travaux, pour échapper à vos obligations, solliciter l'annulité du contrat. Donc, on a le pendant de la décision précédente avec une obligation renforcée vis-à-vis du maître d'ouvrage, mais aussi une obligation de bonne foi à l'encontre du sous-traitant, lequel ne peut se prévaloir de l'annulité du sous-traité en fin de travaux. Une décision donc très importante également en la matière. Voilà, j'en ai terminé pour les quelques décisions qui m'ont paru importantes en l'espèce concernant les décisions rendues. Alors, j'ai quelques questions. Je vais en prendre quelques-unes concernant le marché à forfait. On me pose la question de savoir si ça vaut forcément pour la construction d'un bâtiment ou rénovation d'un bâtiment aussi. Finalement, les critères que j'ai rappelés au début font qu'on est dans un marché à forfait, qu'il s'agisse de rénovation ou de construction. Il faut que cela participe. Alors, on peut reprendre la présentation. Voilà, la condition pour qu'il y ait marché à forfait, il faut donc un contrat passé avec le propriétaire du sol. La construction d'un bâtiment, une simple rénovation, normalement ne suffit pas. Bien évidemment, la jurisprudence évolue et le critère essentiel du marché à forfait, c'est le prix global et définitif qui doit être fait avant la conclusion du contrat. Voilà, on est plutôt sur une appréciation, me semble-t-il, justement des juridictions du fond qui devront apprécier si le marché concerne la construction d'un bâtiment ou une simple rénovation. Si on s'en tient au texte, effectivement, une simple rénovation ne devrait pas être susceptible de concerner des marchés à forfait puisqu'on est soumis, selon l'article 1792 à 93, à la nécessité de travaux de construction. Voilà, mais bon, après, à approfondir avec la jurisprudence, mais on a effectivement l'habitude de marcher à forfait tout au long des opérations, que ce soit des rénovations ou des constructions. Je pense que la jurisprudence doit être assez extensive et doit également retenir ce principe-là pour des travaux de rénovation. Une question concerne l'assureur dommage-ouvrage. Si un assureur ne respecte pas les délais pour se prononcer, se trouve dès lors dans l'impossibilité de refuser sa garantie, quid en cas de recours exercé ensuite contre les assureurs RCD et leurs entreprises? Ceux-ci peuvent-elles s'y opposer au motif que l'assureur doit seul assumer les conséquences de son manquement? Non, ça n'empêche pas l'assureur BO de contester, d'exercer ses recours. La seule hypothèse où il n'aura pas ses recours, c'est l'hypothèse où les désordres ne revêtent pas les critères de gravité décennale, c'est-à-dire, par exemple, en matière de peinture, on sait aujourd'hui que les travaux de peinture ne sont plus des désordres de nature décennale, ne sont plus couverts par les garanties décennales. Si un maître d'ouvrage devait être condamné au titre des sanctions concernant des travaux de peinture, il doit sa garantie indépendamment du fait que les travaux ne sont pas de gravité décennale, mais il ne pourra pas exercer son recours du simple fait que ce ne sont pas des désordres de nature décennale et que dans ces conditions, les constructeurs, eux, ne sont pas tenus de garantir. En revanche, si ce sont des désordres de nature décennale, la sanction est sans conséquence sur l'action du maître d'ouvrage, de l'assureur DO qui conserve ses recours contre les constructeurs.
sauf bien évidemment si on se retrouve au-delà du délai de 10 ans de garantie pour lesquels les constructeurs ne peuvent plus être recherchés. Je reprends une autre question. Peut-on engager la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre après avoir soldé son marché lorsque le maître d'œuvre n'a connaissance d'une faute imputable au maître, lorsque le maître d'ouvrage n'a connaissance d'une faute imputable au maître d'œuvre que postérieurement au règlement de son marché? Oui, bien sûr, on est là, par exemple, son manquement à son obligation de conseil qu'on peut découvrir après la réception. Voilà, on est toujours tenu. L'obligation de conseil repose sur la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre. Donc, bien évidemment, on peut rechercher la responsabilité d'un maître d'œuvre postérieurement au règlement de son marché, bien sûr. Voilà. Alors, pour terminer rapidement, puisque le temps passe vite, j'en suis ravi. J'ai terminé par une petite actualité réglementaire qui m'a semblé importante de rappeler. Alors, ça concerne plus les marchés publics, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, puisqu'on sait que le CCAG Travaux 2021 est applicable depuis le 1er octobre 2021, mais qu'il a déjà fait l'objet d'une modification, un arrêté du 30 septembre 2021, qui concerne les ordres de service, puisque désormais, on sait, avec le nouveau CCAG, que les ordres de service émis par le maître d'œuvre, qui entraînent une modification de marché en termes d'exécution, de durée ou de montant, doivent faire l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. Ça, c'était la nouveauté du CCAG 2021. Donc, cette nécessité d'une validation préalable par le maître de l'ouvrage. La modification qui a été apportée récemment, c'est que on s'est dit, mais comment on va justifier et quand doit-on justifier de la validation préalable du maître d'ouvrage? Cet article a été complété en précisant que la justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. À défaut, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter. Donc là, on voit bien que l'accord du maître d'ouvrage doit être concomitant, préalable ou concomitant à l'envoi de l'ordre de service. Il ne pourra pas être justifié par la suite de l'accord du maître d'ouvrage. À défaut, donc s'il n'y a pas d'accord du maître de l'ouvrage dans l'ordre de service, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter les travaux. Ça a un double impact. Ça a un impact sur la maîtrise d'œuvre et sur la maîtrise d'ouvrage, puisque pour eux, ça ajoute effectivement un formalisme important qu'ils sont tenus de respecter. Et à défaut, donc le titulaire pourra refuser l'exécution de tels ordres de service. Ça a également un impact, bien évidemment, sur le titulaire, qui est également tenu par ce formalisme, sous peine de voir d'éventuelles demandes de rémunération de travaux supplémentaires réalisés sur le fondement de ces ordres de service irréguliers rejetés. C'est-à-dire que s'il exécute des travaux malgré l'accord qui doit être joint du maître de l'ouvrage de réaliser ces travaux, il ne pourra pas, et on verra là ce que nous dira la jurisprudence, il ne pourra pas solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires, même si le maître d'ouvrage devait par la suite les valider. Il pourra toujours se prévaloir du fait que son accord n'était pas joint à l'ordre des services et que malgré ça, l'entreprise a accepté d'elle-même de réaliser ces travaux. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je revois quelques petites questions sur la sous-traitance, donc la JP du 10 novembre 2021. Alors, attendez, je vais revenir dessus. Du 10 novembre 2021, hop, elle était là. Sur le fait que le sous-traitant ne peut se prévaloir de la nullité, ne risque-t-il pas d'engendrer l'inapplicabilité de la nullité du contrat de sous-traitance? Je pense pas, parce que là, on était vraiment en fin de travaux, en toute fin de travaux, et ce qu'a sanctionné la Cour, me semble-t-il, c'est une mauvaise foi vraiment du sous-traitant qui a sorti ce moyen pour échapper aux demandes d'achèvement ou de finition qui lui étaient formulées. Voilà, je pense que la nullité demeure une possibilité offerte aux sous-traitants, généralement qui doit être mobilisé plutôt lors du démarrage des travaux et non pas en toute fin de travaux, ce qu'a sanctionné en l'espèce la haute juridiction. Une question, un maître d'œuvre
qui sous-traite une partie de chantier à une entreprise et une garantie décennale, est-il obligé d'en avoir une? Les constructeurs, alors un maître d'œuvre qui sous-traite demeure lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. C'est la définition d'un constructeur. Dès lors qu'il sous-traite, il demeure lié, lui, au maître d'ouvrage par son contrat. Et ce qui fait de lui un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil. Donc, dès lors qu'il est considéré comme un constructeur, il a bien évidemment l'obligation de s'assurer en garantie décennale. Tous les constructeurs ont cette obligation, telle que ça résulte des obligations du Code des assurances. Sous-traités ne dispense pas les constructeurs de s'assurer, bien au contraire, puisque de toute façon, le maître d'ouvrage ira en première ligne rechercher la responsabilité de l'entreprise avec laquelle il est lié et non pas d'un sous-traitant. Voilà, j'en ai terminé de cette dernière intervention pour l'année 2021. J'espère avoir été clair et je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année en espérant vous retrouver, je l'espère, dans le courant de l'année prochaine pour une nouvelle intervention sur l'actualité trimestrielle en droit de la construction. Merci beaucoup à tous, à bientôt, au revoir. Merci Cyril Croix pour l'excellence de votre présentation. Nous avons eu de nombreuses questions et de nombreux remerciements quant à la qualité de votre présentation. Je vous rappelle que vous êtes intervenu dans le cadre cette année des premiers rendez-vous experts opérations immobilières sur l'actualité trimestrielle du droit de la construction organisé en partenariat avec Moniteur Juris. Je vous remercie grandement pour les 3 rendez-vous que vous avez honorés avec brio. Et moi aussi, j'espère que nous aurons l'opportunité de nous revoir l'année prochaine. Je souhaite à tous les abonnés de la revue Opération Immobilière et tous les abonnés de Moniteur Juris une excellente fin d'année. Et encore une fois, Cyril Croix recevait les remerciements de toutes les équipes éditoriales. À très bientôt. Merci à tous et à toutes. Bonne fin d'année.